Dans le cadre de la Première Internationale, Marx, en précisant qu'il est dans la prolongation de ces luttes de classe radicales, et que le seul axe qui doit être l'axe de la pensée radicale, c'est l'automouvement d'émancipation de l'humanité, positionne le fait que l'automouvement d'émancipation de l'humanité, c'est l'abolition de la condition prolétarienne, c'est l'abolition du salariat, c'est l'abolition de l'État. Et quelle sera la grande ligne fracture au sein de la Première Internationale entre les blanquistes, les proudhoniens et Marx? Marx, qui, je le rappelle, n'a pas cessé tout au long de sa vie de dire « Moi, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que le marxisme? Le marxisme est une imposture créée par le spectacle du fétichisme de la marchandise pour, à travers une reprise de Marx, édulcorée et renversée, aboutir au contraire de ce que fait Marx. Il y a autant de rapports entre Marx et le marxisme qu'entre Jésus mettant dehors les marchands du temple et Calvin prenant la théologie de la bourse à Genève. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la marche en avant du capital est une marche digestion, absorption, infiltration, dénaturation, renversement. Chaque fois qu'une pensée radicale émerge, le capital s'en empare pour la retourner, la digérer, la sceptiser, la neutraliser. Le Christ n'a pas fondé une église, le Christ a fondé une ecclésia, une assemblée insurrectionnelle de l'être. Quand il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », ça ne veut pas dire « mon royaume est là-haut », ça veut dire « mon royaume est là », mais hors des emprises de la marchandise et du temple de l'argent. L'Église qui s'est mise en marche à la décadence de l'Empire romain, l'Église ecclésiastique institutionnelle, elle reprend bien évidemment une partie du message, mais totalement édulcorée. L'Église qui se constitue à la droite de Constantin, parce que tous les cultes païens sont en décomposition, elle a pour objet la neutralisation des incendies sociaux, l'aseptisation des consciences radicales et la soumission au pouvoir de l'empereur. Il y a donc un abîme radical entre les évangiles, l'incendie social et la critique radicale qui en résulte, et l'Église institutionnelle. Alors si aujourd'hui on attaque l'Église, et qu'on ne bouffe d'ailleurs que du catholique, parce que le catholique est la proie première du vampirisme, de l'impérialisme, de la marchandise. Pourquoi? C'est pas parce que l'Église est dangereuse, c'est parce que le message incendiaire du Christ est si fort que même dans une Église qui l'aseptise, il continue à transparaître et à transpirer. L'ennemi de la marchandise, c'est justement le Christ radical. Et c'est d'ailleurs pour ça que Engels comme Marx ont écrit de nombreux textes sur l'origine du christianisme en montant la portée incendiaire et insurrectionnelle du christianisme primitif. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout au long du Moyen-Âge, contre l'Église, contre les papes, contre la monarchie, contre le fiscalisme étatique, vous aviez constamment des irruptions paysannes qui voulaient le paradis sur terre et le royaume du Christ ici et maintenant, non pas après la mort. J'ai fait circuler un texte récemment, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, il s'appelle la croisade des communeux, la croisade des pastoureaux. Au moment où Saint-Louis était prisonnier à Mansoura, vous avez une insurrection paysanne, mais absolument folle en France. Picardie, Normandie, plus de 100 000 paysans sont arrivés à Paris avec fourches et faux. Et ils disaient, mais le tombeau du Christ, c'est la matière de notre sacralité à tous. Saint-Louis est prisonnier parce que la noblesse, la féodalité, l'Église, le fiscalisme étatique sont la trahison du message du Christ. Et vous aviez constamment des insurrections paysannes contre le château, contre la bourgeoisie, contre les curés officiels, qui disaient « Nous voulons le paradis sur terre » au sens où le Christ a dit « communauté des biens ». Donc cette idée incendiaire de la communauté des biens, telle qu'on la trouvait dans la communauté organique, elle revient sans arrêt se manifester sur terre dans des formes d'insurrection. Et à partir de la révolution capitaliste de 1789, elle va passer du monde paysan au monde ouvrier. C'est quoi les premiers ouvriers? C'est des paysans chassés de leurs terres. Le flambeau insurrectionnel des communeux du XIIIe, du XIVe, du XVe, on le retrouve dans la Commune de Paris, avec des prolétaires insurgés qui ne veulent pas plus de salariat et un État juste. Ils veulent la communauté humaine radicale contre l'argent. Et c'est là où il y a une césure radicale dans la Première Internationale entre les proudhonistes, les blanquistes et Marx, et elle ne se situe pas où on nous la présente, elle se situe sur le fait que, pour les proudhoniens, la marchandise est améliorable. Le crédit mutuel, le juste équilibre, le fédéralisme des répartitions nouvelles. Proudhon a cette idée que la marchandise peut être améliorée et qu'on peut donc, à partir d'antinomies rééquilibrées,
construire quelque part une économie sociale. Alors que pour Marx, le problème est clair, la marchandise n'est pas amendable, la marchandise est anti-humaine, l'État est anti-humain, et il convient d'abolir radicalement l'argent, la marchandise et l'État. Et c'est pour ça que tout au long du XIXe siècle, vous aurez des luttes entre les radicalistes et les réformistes. Faut-il abolir l'argent? Faut-il détruire l'État? Ou y a-t-il un État possible ou un argent possible qui serait plus humain? Et Marx nous dit, l'argent, l'État, ça ne sera jamais humain, puisque c'est effectivement la sanction de notre dépossession par un système qui, depuis le néolithique, a mis en marche une production aliénatoire mortifère qui nous écrase, qui nous vampirise et qui nous détruit. Donc là, on a quelque chose de décisif. Et on a quelque chose de décisif parce que l'œuvre de Marx est la préfiguration radicale de tous les courants radicaux qui, au moment où le bolchevisme s'emparera des pays de l'Est, en feront la critique la plus radicale. À l'époque où Charles Maurras ne savait même pas qui était Lénine, vous aviez des petits groupes radicaux, avec Pankow, avec Rosa Luxembourg, avec Gustave Lefrançais en France, qui dénonçaient ce que le léninisme allait produire en Russie comme capitalisme d'État effroyable, puis dans ses formes trotskistes, puis dans ses formes maoïstes, etc., etc., etc. Et les pays de l'Est n'ont jamais été que l'apothéose du capitalisme d'État. Bien évidemment, en plus, financé par la haute banque américaine, puisque dans le cadre des repartages géostratégiques, il convenait qu'une fois toutes les révolutions massacrées, Kronstadt 21 et toutes les autres après, on puisse réorganiser et réguler le capital dans un système qui aurait homogénéisé l'ensemble. Donc, la première césure, communauté de l'être, société de l'avoir, elle est décisive. Elle est décisive parce que depuis que nous vivons depuis des siècles dans la société de l'avoir, nous sommes domestiqués religieusement, politiquement et économiquement. Ce qui fait qu'on nous dit, il y a toujours eu de la politique, il y a toujours eu de l'économie, il y a toujours eu de la religion, il y a toujours eu des patrons, il y a toujours eu de la dépossession, il y a toujours eu de l'aliénation. Le grand abrutissement universel de légitimation de notre servitude, il est là, dans l'oubli systématique des communautés de l'être, pour nous faire croire que nous avons toujours connu des sociétés de l'avoir, ce qui est faux. Et la grande insurrection qui est positionnée dans la Première Internationale, elle est là. Il ne s'agit pas de réaménager la société de l'avoir dans une forme quelconque. De l'extrême gauche du capital à l'extrême droite du capital, tous les courants politiques vous proposent, sous une forme ou sous une autre, le réaménagement des conditions d'asservissement au salariat, à la marchandise et à l'État. On vous propose une banque différente, on vous propose une économie différente, mais la permanence invariante de la dépossession aliénatoire, elle est là, et c'est pour ça que Marx disait, tous les raquettes politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, sont complices de notre servitude maintenue. Ce qui est en jeu, c'est l'automouvement d'émancipation de notre qualité humaine, non pas pour améliorer la condition ouvrière, mais pour abolir la condition prolétarienne. L'objet de l'acte d'émancipation n'est pas que nous ayons des meilleurs salaires. L'objet de l'acte d'émancipation est que nous abolissions le salariat. Le salariat qui, en tant que tel, est la servitude la plus impénétrable et la plus insupportable du temps. Marx disait toujours, il y a une différence essentielle entre l'esclave et le salarié, c'est que l'esclave est vendu une fois pour toutes. Le salarié doit se vendre à chaque seconde, dans une génuflexion infinie devant le système des objets et devant les systèmes d'oppression qui l'enchaînent et qui le cadenassent. Le salariat, c'est pire que l'esclavage. C'est le contraire de ce qu'on nous explique. Parce que justement, dans le cheminement de l'indistinction aliénatoire, puisque le vrai est le faux et le vrai est le fait, puisque le vrai est le faux et le faux est le vrai, on nous explique l'intégralité de l'histoire à rebours, comme un panégyrique, comme une ascension vers quelque chose qui est toujours plus positif. Or, dans les relations d'humanité, plus nous avançons dans le temps de la dépossession, plus les relations humaines sont inhumaines. Bonjour à tous, bienvenue à Abeco, des bisous pour des sous-sous. Amis chômeurs, bonjour, bienvenue au tirage au sort pour cet emploi intérimaire de technicien
de surface. Sans plus attendre, bonne chance à tous. Le 404, Mohamed Decazes. Refusé, Mohamed. Trop basané. 744, Gliskowski Vladimir. Trop diplômé, Vladimir. Refusé. 776, Parlez Franco. Trop souvent en maladie, Franco. Refusé. Le 688, Nicolté. Pas assez sexy, Nicole. Refusé. 862, Mbala Pala. Il n'est pas là. Refusé. Trop d'absence. On continue. 987, Yes Akan. Ne parle pas minimum 3 langues, Akan. No, you can. Refusé. 823, Dwilda Rachid. Trop visqueuse. Refusé. 653, Rambe. Pas de permis B, Béram. Refusé avec un nom pareil, c'est étonnant. On continue. 515, Ramirez. Sanchez, sans pèse. Pas de plan bling, Ramirez. Refusé. Le prochain, on continue. 786, une fois. Mathieu et Omar. Pas assez d'expérience, Omar. Refusé, tu laisses des traces. 998, Van de Jube Stéphanie. Ah, ça c'est du blanc-bleu belge. Parle yaourt et a un plan Activa. Engagé, Stéphanie, engagé. Rendez-vous à la semaine prochaine pour Abeco. Des bisous pour des sous-sous. Merci, à la semaine prochaine. Bonjour, Sébastien, 29 ans, demandeur d'emploi. Je me permets de postuler pour cet emploi intérimaire car j'aime l'instabilité de longue durée. Je n'ai pas de véhicule, mais me déplacer à pied dans un rayon de 60 km ne me dérange absolument pas. Je suis passionné par le travail à la chaîne, sous-payé de préférence. Comme on dit, l'argent ne fait pas d'odeur. J'ai pas mal d'expérience dans l'alimentaire. J'ai été notamment trieur de pastèques chez Oasis, section tropicale, bookmaker pour courses d'escargots, payé au forfait naturellement, et dernièrement découpeur d'anus de cochon chez Captain Igloo. Oui, les calamars, c'était moi. Être prévenu à 4 h au matin pour aller livrer des gratins de testicules de tortue dans les Haumes ne me dérange pas du tout. Oui, vous connaissez l'adage, rien ne sert de courir, il faut les cuire à point. Je suis docteur en macroéconomie dans les finances internationales, plus connu sous le nom de Traders. Yes, I can speak English too, yes. Dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance d'effectuer un stage en entreprise pendant 6 mois non rémunéré, 12 heures par jour, ce qui m'a permis vraiment d'apprécier le travail à pause. Je pense donc que j'ai vraiment le profil idéal pour cet emploi de caissier de supermarché. En 2 mots, le travail c'est la santé, ne rien faire c'est chômer. Trop qualifié? Pas de problème, merci. 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 Jusqu'alors, le tisserand, propriétaire de son métier, travaille chez lui, en famille. C'est une forme de sous-traitance. Il achète le coton ou le lin brut à un marchand de la ville, il le tisse et revend au marchand le produit fini. Mais à la recherche de profits encore plus importants, le marchand décide de prendre le contrôle de toute la chaîne. Il investit dans l'achat de plusieurs métiers qu'il réunit dans un seul lieu, la factory, l'usine. La production plus rapide et plus rationnelle lui permet de produire à moindre coût.
le tisserand indépendant ne peut pas lutter. Pour survivre, il doit aller travailler dans l'usine du marchand auquel il vend sa force de travail contre un salaire. C'est ce qu'on appelle le factory system. L'usine devient ainsi une machine à fabriquer de la classe ouvrière. Avec pour matière première les centaines de milliers d'artisans et de petits paysans, obligés pour survivre d'aller travailler dans les centaines de filatures qui poussent comme des champignons dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le contrôle du temps appartient au patron, qui à l'occasion n'hésite pas à truquer l'horloge de l'usine, avançant les aiguilles le matin, les reculant le soir, pour voler à l'ouvrier quelques malheureuses minutes. La journée de travail peut durer jusqu'à 16 heures, à quoi s'ajoutent souvent 2 heures de trajet à pied entre la fabrique et la maison. Reste à l'ouvrier 6 heures pour récupérer et reconstituer la force de travail qu'il vendra le lendemain. La nature même du travail change. Ce qu'on appelait le métier, le savoir-faire dont l'artisan tirait sa fierté et qui lui permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa valeur. Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants, les OS de l'époque. De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. L'introduction de l'énergie vapeur oblige les ouvriers à rivaliser avec des machines dont la puissance et la vitesse sont décuplées. Les cadences sont de plus en plus élevées. Les accidents se multiplient. C'est la rançon du progrès technique, dit-on, hier comme aujourd'hui. À la porte, les maisons closes, c'est une petite lueur qui luit, quelque chose de faiblard, de discret, une petite lanterne, un quinquet. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale, une grande lueur grimpe sur la tour. Une lumière toute crue, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën. C'est le nom d'un petit homme, un petit homme avec des chiffres dans la tête, un petit homme avec un drôle de regard derrière son lorgnon, un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson, toujours la même, Bénéfice net, une chanson avec des chiffres qui tournent en rond, 300 voitures, 600 voitures par jour, trottinette, caravane, expédition, auto-chenille, camion, bénéfice net, millions, 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 Citroën, Citroën. Même en rêve, on entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 auto-camions, 800 tanks par jour, 200 corbillards par jour, 200 corbillards. Et que ça roule. Il sourit, il continue sa chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout, les ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend même pas crever. Citroën n'écoute pas. Citroën n'entend pas. Il est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers.
Pourtant, au casino, il entend bien la voix du croupier. 1 million, monsieur Citroën, 1 million. S'il gagne, c'est tant mieux. C'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd. C'est ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent, qui en fin de compte sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville, le voilà à Cannes qui sort du casino, le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais, avec un petit veston clair. Beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène, qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Et quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et les acides, il lui refuse une bouteille de lait. Qu'est-ce que ça peut lui foutre, une bouteille de lait? Il n'est pas laitier, il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a des colonels sous ses ordres, des colonels, gratte-papier, garde-churme, espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron, citron, bénéfice net, millions, millions. Aussi, le chiffre d'affaires vient à baisser. Pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, faire la grève. La grève. La grève. Vive la grève. Entre 1972, date de la sortie de la première voiture Citroën des chênes d'Aulnay-sous-Bois, et 1982, année où se produisirent les événements qui vont être relatés dans ce film, ce fut pour les capitalistes une usine modèle. Une usine où les patrons régnaient sans partage et où les travailleurs travaillaient sans espoir. Oui, une usine modèle. Aveugle, plantée au milieu de dizaines d'hectares de terrain isolés par 2 autoroutes et une voie ferrée. Des façades comme des remparts contre les regards indiscrets. D'immenses parkings profonds de plusieurs centaines de mètres. Des kilomètres de grillage sur plusieurs rangées. Des murs sombres. Des vitres teintées. Un camp retranché. La direction désignait par les mots guerriers de poste avancé ce que dans les autres usines on appelle plus pacifiquement poste de gardiennage. Le goulag, en quelque sorte. Un goulag industriel à visage capitaliste. Un goulag avec ses gardiens, se comptant par centaines pour un effectif de 6500 travailleurs. Des gardiens encadrés militairement qui faisaient régner l'ordre patronal, celui du silence et de l'échine courbée. Des gardiens qui n'hésitaient pas, à l'occasion, à user de la violence contre les quelques militants CGT de l'usine. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors voici, là, il y a un camarade de la CGT qui amène ses tracts et un nervi bien connu à l'intérieur de l'entreprise veut l'empêcher de sa diffusion. Je diffuserai mes tracts. Où tu vas? Il est à l'intérieur. Vas-y, va l'aider, bon sang. Les camarades, ils sont là-bas, les camarades, moi. Je demande des tracts à la CGT qui vous informe sur le scandale des restaurants. Vas-y, André Gigue, bon Dieu. Bah, si on est des affaires, laisse-nous distribuer alors. Laisse-nous distribuer alors, si nos idées sont pas si importantes. Les travailleurs, il y en a qui ont besoin de la CGT et on les laisse et c'est tout. J'ai 7 ans dans la maison. Depuis que j'ai embauché, alors je travaille comme un esclave. Cette année, le 6 septembre, ça me fera 26 ans de maison. Je suis toujours, comme je vous dis, il y a une qualification quand même très mal lamentable. Vous n'êtes pas un ouvrier professionnel, quoi, au niveau de la qualification. Non, je suis pas un ouvrier. Ça fait des années qu'on les traite vraiment comme des esclaves. Et ça, tous on peut entendre ici, ils le disent. On est des hommes, on n'est pas des esclaves. On ne refuse pas de travailler, mais on veut être payé et travailler dans la dignité. Je travaille, je monte la boîte vitesse, chaîne de montage.
Vous montez la boîte de vitesse? Oui, la boîte de vitesse de CX et l'RB. Vous en montez beaucoup par jour? Presque 300 par jour. Autrement dit, vous voulez dire que c'est un travail qualifié alors? Qualifié, oui, je suis polyvalent. Je remplace tous les gens quelqu'un qui manque par exemple, je remplace, je connais tous les postes. Il y a presque 60 ou 65 postes, je remplace quelqu'un qui ne vient pas, je travaille à sa place. Vous gagnez combien pour faire ce métier-là? Maximum 3800, 3900. Et où est-ce que vous habitez? À Antony, à côté Orly. Mais c'est loin d'ici, comment vous venez travailler? Je prends parce que j'ai acheté une petite voiture occasion, alors j'essayais pour aller ici, alors j'ai fait le compte, j'ai fait le calcul, alors j'arrive pas parce que je paye, il faut compter chaque jour 40 francs d'essence. Alors j'ai laissé la voiture là-bas et je prends le train et le car. Je prends le train là-bas où j'habite jusqu'à Nation et à Nation, je prends le car jusqu'à ici. Je fais 1 heure de trajet. Combien vous payez de loyer par mois là, Anthony? 1300, parce que j'ai pas trouvé. J'ai ramené ma femme ici, alors j'ai obligé de... J'ai cherché partout, j'ai fait une demande chez Citroën. Alors depuis que j'ai commencé chez Citroën, j'ai fait une demande jusqu'à présent, j'ai pas reçu. Il y a longtemps que vous avez fait la demande? Depuis que j'ai commencé, années 70. Il y a 12 ans? Presque 12 ans, j'attends un logement, il n'y a pas de logement pour moi. Et c'est pas normal que l'ouvrier, il a 25 ans ici de maison, il n'arrive le pauvre même pas à 4000 francs. Et vous connaissez très bien, la vie maintenant c'est très cher. Là, s'il vient de payer son loyer, s'il vient d'envoyer l'argent sans payer pour la famille, c'est pas assez pour lui. Non, les immigrés ici, on a 2 maisons. Une maison est là et l'autre là-bas. Et on a 2 enfants là-bas. Celui qui a voulu d'amener sa femme ici, il n'arrive pas. De payer le logement et tout ça, ses enfants, il n'arrive pas. Avec sa paye, ce travail, il n'arrive pas. Avec quoi, J'ai pas de cas là, j'ai ramené mes enfants. On peut pas ça, on peut pas ça. C'est pas possible, j'y arrive. Parce qu'il faut envoyer à l'école, il faut bien habiller, il faut bien manger, il faut ça, il faut ça. Moi, c'est pas possible, j'ai ramené mes enfants. Vaut mieux je vais me laisser là-bas, mieux que je vais ramener. Bah, c'est normal. Là-bas, on se connaît, on reste là-bas. C'est comme ça. Même si on ne sont pas propres, on se connaît. C'est comme ça. Mais ici, il faut qu'on doit comme les Français. Hein. On vivra en France, il faut qu'on doit vivre comme les Français. L'une de nos revendications, c'est l'affichage des cadences. Alors, une fois affiché, il ne peut plus augmenter ses cadences comme il veut. Alors, il est contraint d'embaucher. Et c'est l'une aussi de nos revendications. Jusqu'ici, il arrivait à virer des gens par une petite prime, un sabotage, si vous voulez, ils appelaient ça, comme on l'appelait dans le travail, c'est leur solidarité avec le gouvernement, c'est-à-dire envoyer des gens chez eux avec 3 ou 4 millions. Là, ils ne peuvent plus faire ça. Alors, ils seront obligés d'embaucher, parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs dans l'usine. Disons, il y a des gens qui ne foutent presque rien, c'est comme on les appelle par langage courant, c'est des mouchards, tout ça, mais les ouvriers, ils sont toujours massacrés, moralement et physiquement. Avant, il y avait 4 gars sur un poste, maintenant il y a 2. Comme les caristes, par exemple, moi j'avais sur mon poste, il y avait 3 caristes. Depuis qu'elle est passée la gauche, ils en mettent 2 caristes, juste pour nous emmerder, hein. Ils l'ont fait exprès, comme ça. Ouais, j'étais au montage, ça fait depuis 3 ans. Et quelle voiture vous montez? La Visa, RB, Visa spéciale. C'est une fierté de travailler sur des voitures parce que c'est la technique des Citroën, c'est quelque chose quand même. Oui, on est fiers de ce qu'on fait, non? Bien sûr. Ça fait mal. Mais ce qui fait mal. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ce qui fait mal. Attends. Ça fait 14 ans, moi, à la maison. Toujours, j'écoute la montation. Il n'y a pas la montation. Toujours 3700 francs. Je sais pas. On a brûlé partout, tiens. Tout brûlé partout. Ça veut dire qu'une seule personne travaille pour 2 ou 3. Vous savez, c'est trop dur. C'est trop dur. Il y a des postes, c'est impossible de tenir. Qu'est-ce que vous faites là? On garde l'usine. Vous gardez l'usine? Oui. Mais vous travaillez dans l'usine habituellement? Bah, je suis taulier à l'usine, moi. Vous êtes taulier? Oui. C'est-à-dire professionnel ou OS? Professionnel. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bah, Non, mais là, je parle pas là. Sur quelle voiture vous travaillez? Sur CX. La CX? Oui. Mais là, vous n'êtes pas en grève alors? Ah non. Vous êtes contre la grève, vous? Contre la grève, oui. Et pourquoi? Bah, parce que je trouve que le patron il me paye assez bien. Faut que vous parliez plus fort, on vous entend pas. Je trouve que le patron il me paye assez bien. Vous êtes assez payé? Ouais, vous gagnez combien par mois? Oh, Parlez là. 4008.
4800 Ouais, 4800. S'il y avait 400 francs d'augmentation, vous les refuseriez? Ah non, je ne refuserais pas. Autrement dit, vous allez bénéficier des revendications des grévistes alors? Bah, peut-être. Ça vous dérange pas? Ah non, ça me dérange pas du tout. Vous habitez au Aulnay? Non, j'habite à Puzon en France, à Louvre. Et pourquoi vous êtes contre la grève? Vous êtes à la CSL? Oui, je suis à CSL. Pourquoi vous êtes à la CSL? Ah bah, parce que c'est le patron qui me donne l'argent, bah, je suis obligé de la CSL. Vous êtes obligé? Obligé, non, pas obligé, bah, si le patron il me paye, moi je suis content, bah, je prends la CSL, c'est tout. Quand il y a un arabe qui a un problème, il va voir bien sûr son chef, mais son chef il ne résoudra pas le problème, il lui dit il faut y aller voir M. Blondy. Qui est l'interprète? Qui est l'interprète. Alors c'est M. Blondy là qui représente les Arabes et représente l'entreprise, et c'est lui qui a tous les pouvoirs. Alors quand quelqu'un vient le voir, il lui sort la flûte, il a une flûte dans sa table, il le sort, il lui dit est-ce que tu sais chanter, tu sais faire jouer de la flûte, ou bien est-ce que tu sais faire de tam-tam comme on fait chez nous. C'est-à-dire, il prend ces gens-là, c'est-à-dire des gens de les montagnes, ils n'étaient pas à l'école, c'est des gens qui connaissent rien du tout, ils connaissent que le travail et le tam-tam et la flûte. Et moi j'ai entendu un jour devant moi, il y a un type qui est parce que moi j'ai fait cariste, j'allais monter les chaînes, j'ai été arrêté devant un de notre, c'est-à-dire c'est un Algérien. Alors il est venu lui parler, il lui dit, Monsieur Blondy, est-ce que vous pouvez m'accorder 15 jours de congé coulé avec les vacances le mois d'août. Pour rentrer dans son pays. Voilà, pour rentrer dans son pays. Il a dit, écoute, je vais vous dire une chose, tu vas dire vive Citroën, et tu rentres à ton poste, sinon je te rendre dans ton pays d'origine, et tu restes une fois pour toutes et tu manges le pain. Parce que là-bas, vous n'avez pas ni du beurre, ni de quoi manger le pain. Vous mangez le pain sec, parce que moi j'étais dans votre pays. Par exemple, le camarade qui travaille avec moi, il a fait l'accident. Il ne faut pas donner les témoins. Vous n'avez pas le droit de témoigner? Non, moi je donne les témoins. C'est dangereux de témoigner. Ah oui, c'est dangereux. Il ne faut pas leur donner les témoins. Si tu fais l'accident de travail, tu ne dois pas faire arrêt de travail. C'est interdit. Quoi, ça vous est arrivé à vous? Ah oui, c'est casser le doigt là, regarde. Vous regardez, moi aussi, je vais passer casser le doigt, ce n'est pas droit. C'est pas droit d'arrêt de travail. Justice à cause de maladie professionnelle. Sur l'hôpital Saint-Louis, j'ai une maladie professionnelle. Là, il ne voulait pas. Il m'a fait bloquer toutes les voies. Qu'est-ce que vous avez eu, une maladie professionnelle? Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez ici? J'ai travaillé à la peinture. Alors, comme j'ai malade, j'étais à l'hôpital Saint-Louis, ça fait 42 jours. J'ai les testiques avec les produits, c'est positif, maladie professionnelle. Alors, dans toute façon, il m'a fait déclarer au début, à la fin, il m'a rayé sur la maladie professionnelle. Les yeux là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelque chose est tombé ça. Et parti l'hôpital ici. Oui, les données là fait accident ça comme ça. Le contremaître avec les chefs, il dit faut rester ici, il faut pas partir, il faut téléphoner là-bas les docteurs, il faut pas donner l'arrêt de travail. Ça fait 15 jours. Après ça fait un an, commencé l'accident 81. Après ici, la 82, ici, là-bas, la visite médicale, la Citroën. Il dit maintenant c'est fini, les yeux, les morts. Il dit qu'est-ce qu'il y a là, les yeux, les morts, faut porter la soigner. Il dit non, maintenant c'est fini, votre travail. Le chef il dit il y en a l'autre, ça va. Parce que l'accident chez Citroën, ça n'existe plus. Si par exemple un ouvrier il tombe en accident, il le met dans une place, il ne fait rien du tout, mais ils le perdent leurs droits. Si l'ouvrier est handicapé, à la fin de compte, il n'a rien. Qui c'est qui va travailler pour ses enfants? Vous restez là jusqu'à ce soir? Bien sûr, oui. Vous êtes décidé, hein? Ah oui, je suis décidé, oui. Jusqu'à demain, on reste là. Ah oui. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Travail. Les travailleurs de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois sont en grève. Ils veulent
le relèvement de leur salaire et, je cite, le respect des libertés et leur dignité. Ils associent dans leur lutte la liberté, les revendications et la défense d'une marque, d'un potentiel industriel français de grand renom, indispensable à notre industrie automobile. Comme l'a dit un travailleur en grève, chez Citroën Aulnay, ce ne sont pas les lois de la France, c'est la loi Citroën. Ce temps-là doit être révolu. Les lois de la République ne doivent plus s'arrêter aux portes des entreprises. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il est maintenant nécessaire de faire peser toute l'autorité du gouvernement pour que s'engagent au plus vite des négociations? Monsieur le ministre du Travail. Monsieur le député, vous évoquez un problème qui tient à cœur au gouvernement en général et au ministre du Travail en particulier, et je puis vous dire que je suis cette situation depuis fort longtemps et le climat social du groupe PSA depuis notre entrée en fonction. Je voudrais indiquer l'urgente nécessité pour la direction de Citroën de mettre enfin en œuvre une politique de respect des libertés syndicales prévues par la loi et de respect des libertés et de la dignité des travailleurs en général. L'entreprise doit être chez Citroën, comme partout en France, un lieu de démocratie et de travail. Citroën, maintenant, les propositions du médiateur Jean-Jacques Dupeyroux sont connues pour régler le conflit qui dure depuis le 22 avril. Monsieur Dupeyroux a proposé, après quelques jours de consultation, de mettre sur pied 2 commissions. Une sous l'autorité d'un fonctionnaire du ministère du Travail, chargé de trouver des solutions sur les négociations elles-mêmes, et une deuxième sous l'autorité d'un magistrat pour étudier le problème des libertés chez Citroën. Enfin, monsieur Dupeyroux propose de lever les sanctions prises à l'encontre des militants CGT. Alors, avant de voir avec Pascal Priestley les réactions sur le terrain à Aulnay-sous-Bois, je voudrais savoir, puisque jusqu'à présent le président du directoire de Citroën ne s'est pas prononcé, ce que vous en pensez de ces propositions, monsieur Lombard. Eh bien, monsieur Mourouzi, nous avons reçu en effet hier soir les recommandations de monsieur Dupeyroux. Et à ce sujet, je dois vous dire que c'est un ensemble important de recommandations qui visent à régler ce qu'on appelle le conflit Citroën. Bien que certaines d'entre elles soient coûteuses, et bien que d'autres conduisent à quelques lourdeurs dans la gestion de nos relations avec le personnel, la société Citroën est prête à accepter ces recommandations. Leur mise en œuvre suppose la reprise du travail, c'est-à-dire la levée des piquets de blocus et de toutes les violences qui les accompagnent, ainsi que la cessation des pressions que subit notre personnel pour le dissuader d'aller travailler. J'espère que dans cette triste affaire, la sagesse va enfin l'emporter. Messieurs, je vous donnerai un exemple. C'est un exemple peut-être un peu scabreux, mais je crois très significatif et qui éclaire tout. Messieurs, que préférez-vous? Ou disons plutôt, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Votre femme ou l'une de ces mulâtresses qui sont là? Non, non, ne vous méprenez pas, c'est du point de vue économique dont il s'agit, du prix de revient, de la rentabilité du produit à l'état brut. J'entends par là de l'amour. L'amour physique, cela va de soi. Il ne faut pas confondre sentiment et économie. Bien. Eh bien, à une femme, on doit offrir un toit. On doit l'habiller, on doit la nourrir, et il faut bien la soigner quand elle est souffrante, etc., etc. Il faut qu'une femme soit entretenue pendant toute sa vie, aussi quand elle devient vieille et improductive. Et il faudra payer encore pour ses funérailles si par hasard on lui survit. Attends. Non. Ce n'est certes pas une boutade, messieurs. Croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. À l'inverse, avec une prostituée, tout s'arrange. Les frais sont insignifiants. On n'est pas obligé de la loger, de la soigner, de la nourrir, de la vêtir et encore moins de l'enterrer. Une prostituée se prend lorsqu'on en a envie et on ne la paie que pour cela. Et elle est payée, si on peut dire, à la tâche.
Et alors, messieurs, dites-moi selon vous, quel est le plus rentable? Un esclave ou un ouvrier salarié? Hola, ¿qué tal? Chapeau, les gars. Impressionnant, Glégus. Alors, très impressionnant. Voilà. Et tout ça dans les temps. Oh, mais ça n'a pas été sans mal, sénateur. Là, il est tout fier, mais vous auriez vu sa bobine il y a une semaine, j'aime autant vous dire qu'il tenait son froc à deux mains. Bon, bah ça va? Centurion Non. Plus tard. Oui, mais plus tard, ton sénateur ne sera plus là. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, je leur ai promis de les affranchir, mais comme j'ai pas l'autorité... Tu as promis aux esclaves de les affranchir? Et il les a payés! Et il leur a cédé un logement dans le domaine des dieux à chacun! Quoi? Ah bah, sans ça, on se battait. Laisse-moi faire. Esclaves! Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Bien. Vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements. Nous avions cru comprendre qu'ils nous avaient été attribués. Quand vous étiez esclave. Parce que là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces Ah oui, quand même. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Ma foi, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagé. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. D'une aire, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore? Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je brosserai plus les chevaux. Mais tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison? J'ai pas d'argent. Vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, va. Bon, je vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire, hein? Vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Ah ben écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer, si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, mais ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire? $1 par mois, ça vous va? Mais c'est de l'esclavage. Impossible, il vient d'être aboli. Voilà. J'ai fini de récolter tout le coton de vos champs, maître. Maître? Ah non, plus de ça entre nous. Appelle-moi patron. Vous avez, monsieur le Premier ministre, sifflé ces derniers mois la fin de la récréation. Mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail. Place à la liberté, travailler plus et gagner plus dans notre pays pour le bénéfice de tous. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a aujourd'hui des gens, le fait qu'il y ait des gens qui disent stop, on ne veut plus aller travailler, quoi. Dans mon atelier, 7 accidents prévus pour l'année de travail, on en est déjà à 12 avec 9 arrêts de travail. Dans notre atelier, on a eu 3 personnes qui ont eu d'un seul coup des vertiges. C'est des personnes de 50 ans. Moi, je comprends qu'elles aient des vertiges au boulot parce que il y a des montées de tension, il y a des... L'être humain, c'est pas une machine. La machine, quand elle se casse, chez Michelin, on appelle un réparateur, il la répare. L'être humain, quand il est fatigué, il est fatigué. Et le problème, le problème de l'être humain, c'est qu'il encaisse, mais le jour où ça casse, et bien souvent ça casse sérieusement. Enfin, au travail, tout le monde achète le journal devant l'usine, il se vend devant l'usine et les avis de décès, tout le monde le lit, quoi. Et tout le monde, toutes les semaines, oh là là, machin est mort, Dupont est mort, Durand est mort, il a fait que 2 ans qu'il est reparti en retraite, ça fait que 3 ans qu'il est parti en retraite. Il y en a qui sont pas arrivés en retraite, ils sont morts, ils ont même pas vu la retraite, quoi. Ça aussi, c'est bizarre, quoi. Trimer toute sa vie, même pas pouvoir en profiter une fois qu'on est libéré de tout ça. Moi, ça me fait mal, quoi. Il y a un tel conditionnement quand ça fait 15 ans qu'on travaille que bon, on doit travailler, quoi. On doit travailler. Et puis finalement, je dirais le recul que ça donne, le chômage. C'est pour ça que beaucoup de gens, je veux dire, même qui veulent retravailler, ont du mal à s'insérer. Il y a aussi quelque chose de psychologique. C'est-à-dire qu'on réfléchit ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Puis d'un seul coup, on se dit, mais
merde, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bagnole comme ça, par exemple? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bagnole tout court? Est-ce que j'ai vraiment besoin... Parce que tout ça, c'est organisé en fonction d'une certaine vie. On a une bagnole parce qu'on en a besoin pour aller travailler. Sinon, bon, y a plein d'endroits où on peut se débrouiller sans bagnole, quoi. Il y a des transports en commun, il y a des trucs. Est-ce que j'ai besoin d'acheter de l'eau en bouteille? Est-ce que je peux pas boire de l'eau du robinet? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un niveau de vie tel? Est-ce que j'en ai fondamentalement besoin qui m'oblige, en fait, à passer, on dit 8 heures, et on sait très bien que pour la plupart des gens, et moi dans les métiers que je faisais c'était beaucoup plus, en général, 10 ou 12 heures par jour à me casser le cul pour gagner du fric, pour finalement tenir ce système de vie simplement, avec pas le temps de lire, pas le temps pas le temps de profiter de ce qu'on pourrait profiter avec de l'argent, c'est-à-dire d'un spectacle culturel, machin et tout, parce que tu sors du boulot à 8h30, c'est raté pour la séance de cinéma, c'est raté pour aller au théâtre, c'est raté pour, tu vois... préoccupé en permanence parce que aujourd'hui on dit, par exemple, j'entends des slogans libéraux du style chacun doit être le manager de sa propre activité, tu vois. Mais quand tu es le manager de ta propre activité, mais tu penses qu'à ça. Si chacun est un centre de profit pour son entreprise et que c'est sa préoccupation principale, eh ben ça veut dire que le soir, il est là à penser comment demain je vais faire pour convaincre tel client et comment machin. Et que le gars, il peut pas se mettre à se dire bah le boulot c'est fini, tiens, je vais prendre un bouquin, je vais regarder un spectacle de danse, je vais faire, je sais pas, tu vois, ou quelque chose de complètement différent. T'as plus le temps. Pareil pour la vie affective. Je veux dire, si t'as une femme, si t'as des enfants, si t'as des gens autour de toi, des gens que t'aimes et à qui t'as envie de consacrer du temps, dans ta tête, tu n'es pas disponible à partir du moment où tu es conditionné dans ce truc-là. Et c'est tout ça que j'ai réalisé en fait relativement progressivement. Voilà, donc c'est. Le problème, c'est, comme tu disais, quand j'étais chef d'entreprise, je pouvais pas imaginer ça parce que justement, j'étais pieds et poings liés, j'imaginais pas. En fait, du jour au lendemain, quand tu te retrouves aussi avec beaucoup moins de revenus, t'es obligé d'envisager une autre façon de vivre, et petit à petit, ça t'amène vers l'idée que finalement, cette façon de vivre, elle est peut-être vachement mieux, et que c'est peut-être comme ça qu'il faut vivre, tu vois. Peut-être comme ça que t'as envie de vivre. Parce que, je sais plus, mais il y a quelqu'un qui a dit on peut pas gagner sa vie à la perdre ou quelque chose comme ça, ou on peut pas perdre sa vie à la gagner, plus exactement. Voilà, c'est ça. Ça c'est très, enfin tu vois, c'est vraiment ça quoi. On perd sa vie à la gagner. J'ai le droit de parler! J'ai le droit de m'exprimer! Camarades! Je suis au RNI! Nous ne voulons plus travailler! Nous voulons de l'argent! Sans travailler! C'est un droit! Nous ne voulons pas être insérés! Sortez! Camarades! Sortez de votre tour! Arrêtez! Avec vos voitures! Nous voulons le RNI! Nous ne voulons plus travailler! Camarades! Sortez! Nous voulons de l'argent sans travailler! Je propose que la Maison des Ensembles cesse de demander du travail! Nous ne voulons plus du travail! Nous voulons de l'argent! Moi, retrouver des amis qui le soir racontent leur journée de boulot, pas parce que c'est pas intéressant qu'ils racontent leur journée de travail, mais ils la racontent parce que le problème c'est qu'ils ont besoin de l'évacuer. C'est ça le pire, quoi. C'est-à-dire que bon, on peut même pas discuter parce qu'en fait c'est pas une discussion, quoi. C'est-à-dire que le type il vomit tout ce machin qu'il a engrangé toute la journée dans sa tête et qu'il faut à tout prix qu'il se débarrasse s'il veut arriver à dormir, quoi. Ou alors il a intérêt à boire ou prendre des cachetons, quoi. Je pense pas qu'à la base on soit seulement là que pour fournir de la main-d'œuvre à un système qui est uniquement productif. Voilà quoi. Et nous, forcément, consommateurs, à l'autre bout de la chaîne, quoi. Enfin, il y a quand même d'autres choses à regarder dans la vie, d'autres choses à profiter.
Après, bon, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a quand même des fins de mois difficiles, des choses comme ça. Mais on sait pourquoi on le fait. Avoir une fin de mois difficile quand on bosse et qu'en plus c'est un boulot de merde qui ne te plaît pas, c'est plus difficile à assumer, je pense. Le seul endroit où tu as des potes, c'est le seul endroit où tu existes en dehors de ta maison, forcément il va y avoir des petites pépites de bonheur. Mais moi, c'est pas une pépite que je veux, quoi. C'est la montagne entière, c'est le rocher de bonheur, quoi. Et j'ai pas envie d'aller chercher la pépite dans 3 tonnes de merde, quoi. Effectivement, ce rôle central du travail aujourd'hui dans la société fait que les gens qui en ont pas, qui en sont privés, les fameux privés d'emploi, le vivent très mal. Dans les histoires de plans sociaux, quand on voit les salariés de l'U à Calais ou à Ris-Orangis ou les Moulinex ou autres, on nous voit ces reportages à la télé où les gens te disent, une fois licencié, je n'existe plus. Exister, c'est-à-dire que le patronat a réussi quelque chose de relativement formidable. Il a aliéné totalement à sa machine de production un individu qui, alors que moi j'ai tendance à penser que justement enfin la vie va pouvoir commencer. Prends ton pactole de pognon d'un plan social et puis réfléchis à ce que tu as envie de faire. Putain, ça fait 20, 30 ans, t'as des gens qui disent ça fait 30 ans moi et mon mari. Mais 30 ans de vie de merde, ça fait 30 ans que le matin vous buvez un café de merde dans une machine électrique de merde qui vous fait mauvais café, que vous vous levez tôt et que le réveil vous réveille le matin et que vous prenez un bus de merde pour aller dans une usine de merde pour faire gagner du pognon, énormément de pognon à un gros con. Ce gros con, il vous veut plus. Putain, mais peut-être rendez-vous compte que c'est peut-être la chance de votre vie, quoi. Que, putain, ça fait 30 ans et maintenant, pensez à vous, quoi. C'est pas simple d'écrire une chaîne. C'est pas simple d'arriver à 5h moins le quart et puis de te dire tiens, faut vite que je fume une cigarette. Je mets mon tablier, je prends mes outils. Je mets une dernière cigarette avant la sonnette. Et puis il y a 5h moins le quart et la sonnette. Et c'est triste, c'est triste. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. Le chef vient, il t'engueule parce que le boulot est mal fait. Tout le monde en a rien à foutre. J'en suis certain. Tout le monde s'en fout. Devant nous, il y a rien. Il y a rien. La promotion, non, faut pas y compter. Tout ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour nous. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire, que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tout t'énerve. Tout t'énerve. Tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi maintenant, je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui me mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Je lisais avant. Je lis un tas de livres. Maintenant, je n'ai plus envie de lire. Je n'ai plus envie.
Le besoin ne se fait plus sentir de lire. Non pas que je connaisse tout, au contraire, mais j'ai plus envie, j'en ai plus le besoin. Et puis quel débouché qu'on a. Je suis rentré à 18 ans, je sais pas, en sortant de l'école. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Mais j'ai du mal à plier les doigts. Ma peau est sans watts, je vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je vais pas m'arracher ma peau, je veux pas qu'on les touche mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaye de nous les bouffer, de nous les user. Et là on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait. che pego, ma di che traume mundesian, ma un po' di volte mai fegna, vesti la causa di l'usino, un peridespe 40 anni, lo patron mi fase la mino, desiero mi picciu un pan, ma ora che si de povo. O trabalhar pra conter, o trabalhar pra conter. Oh, gherine sopra l'encau, che dirà d'esprit volontaire. Hier riempì ma pazienza la so, a ne arrivare lo patron, e gli digeri testa basse, esti perché ne fa papon, truvas che travai trovaire, che può di più va contenta. Despre că te muestro bradi, es ma paie precias peña, se vos egarda y en juscar, es per pietar es fini, o doanica que yo encaro, y crezeu de mestavani. Per verifier mi si è vota, mi dias mi rapporta plus fuerte, si as vuelva dai o trabalho, a se peblan ton concitoyen, e per si as peña mai te mai, e per si as peña